Nouveau numéro de Reporter le Doc, le magazine de reportage longue durée de France 24. Et c'est un format très original et très différent de ce que nous proposons habituellement que nous vous livrons aujourd'hui. Pour raconter l'histoire d'amour improbable et romanesque entre un migrant somalien et celle qui est depuis devenue sa femme, rencontrée sur les routes de l'exil, nous n'avons pas pu avoir recours aux images tournées par des caméras car aucune des scènes terribles qu'ils ont vécues de la Somalie jusqu'à l'Europe en passant par le Soudan et la redoutable Libye n'a pu être filmée. En revanche, leur témoignage a été recueilli par Kinda Youssef et l'équipe du site Info Migrants. Ce récit glaçant était suffisamment précis pour qu'Adèle Gastel, journaliste à France 24 et dessinateur hors pair, s'en empare pour donner vie à leur aventure. Voici donc, sous une forme de narration journalistique très différente, l'épopée de ces deux migrants au milieu de la noirceur de ce monde. J'ai 25 ans et depuis que je suis né, je n'ai connu que la guerre en Somalie. Les islamistes tuent tous ceux qui ne pensent pas comme eux. Je viens du village de Galgala. À l'âge de 4 ans, mon père m'a emmené chez mon oncle à Hargeisa. Il l'a fait pour ma sécurité et ma scolarité. Ma mère est restée avec mes frères et sœurs dans le village. Plus tard, je suis allé à Addis Abeba, en Éthiopie, pour poursuivre mes études supérieures. C'est là que les mauvaises nouvelles ont commencé à tomber. Ils ont tué mon père et 2 de mes frères. Un 3e a disparu. J'ai décidé de retourner à Hargeisa. Je voulais vendre nos terres et sauver les autres membres de ma famille. Mon oncle m'a mis en garde. Ils vont te tuer comme ils l'ont fait avec tes proches. Qui sont-ils? Le mouvement des Moudjahidines Shebab. Nous savons que tu veux revenir au village. Tu vas mourir apostat. Prépare ton linceul. Nous te retrouverons où que tu sois. Je suis quand même retourné à Hargeisa. Ma mère était au courant des menaces. Pars, mon fils. Va le plus loin possible. Elle m'a convaincu. Je me suis déguisé en mendiant pour fuir et je suis retourné à Addis Abeba. C'est ainsi que m'est venue l'idée de partir en Europe. Kinda, Info Migrants, est un portail par lequel vous parviennent des histoires humaines bouleversantes. Oui, Info Migrants est un site sur les migrants et pour eux. Beaucoup d'entre eux nous racontent leurs histoires pour jeter la lumière sur les migrations. C'est ce qui a poussé Mohamed à partager son histoire avec nous. Il nous a dit que des milliers de migrants étaient soumis à la torture et aux exactions en Libye et qu'il fallait les aider. Mais cette histoire est sans images et sans vidéo. Comment allez-vous la traiter ? Je dessine l'information avec la technique du news sketching. Certaines histoires sont impossibles à raconter pour des raisons de sécurité, car la vie des gens est en jeu, celle de leur famille. La diffusion de ces histoires avec son et images peut avoir des conséquences. D'un autre côté, ceux qui regardent ces histoires dessinées ne souffrent pas, parce qu'ils sont protégés par le dessin, qui est un véritable filtre qui protège les utilisateurs de la douleur que peuvent provoquer de telles histoires. Tout ceci obéit à une rigueur journalistique. Nous avons vérifié tous les faits.
En juillet 2017, j'ai quitté l'Éthiopie avec un groupe de jeunes hommes et de passeurs. Le 16 juillet, nous sommes entrés au Soudan par Gallabat. À Omdurman, nous avons mangé notre dernier repas sur le territoire soudanais. Les passeurs ont voulu ensuite nous affaiblir pour pouvoir nous contrôler sur la route menant vers la Libye. La faim et la torture ont commencé au Soudan et nous avons atteint le désert. Nous y sommes restés 6 jours. Au Soudan, nous sommes tombés sur un barrage militaire. Les passeurs ont payé. Nous sommes entrés en Libye le 28 juillet 2017. Ils nous ont mis dans un camion. Ils couvraient le toit à l'intérieur des villes et l'ouvraient dans le désert. C'est difficile d'arriver en Europe. Il a dû traverser la Somalie, l'Éthiopie, le Soudan et atteindre la Libye. Là, l'instabilité politique et sécuritaire a favorisé l'apparition de groupes criminels qui exploitent les migrants. Nous étions dans la région d'Al-Koufra, à proximité du village de Tazirbou. Nous sommes arrivés dans ce qui ressemblait à un entrepôt. Il y avait une maison, entourée d'une cour où étaient stationnés des véhicules et des gardes armés. Il y avait un portail avec un gros cadenas et aussi plusieurs locaux qu'ils utilisaient pour la contrebande de cigarettes, de drogue et d'alcool. Ils nous ont mis dans un sous-sol. Au bout de 7 mois, nous avons atteint le nombre de 79 migrants, traités avec une grande brutalité. Harcèlement, insultes, torture, viol, meurtre. Je n'oublierai jamais ceux qui étaient là avec moi. Certains d'entre eux m'ont aidé. Nous ne savions pas combien de temps nous allions rester dans cet endroit. Aucun contact avec le monde extérieur. Les téléphones portables restaient chez les passeurs la plupart du temps. Ils ne nous permettaient que des appels limités pour leur amener de l'argent. Comment faisaient ces contrebandiers pour extorquer l'argent aux migrants? Ils le font de différentes manières. Les contrebandiers filment les migrants pendant qu'ils les torturent et pendant leur viol parfois. Ils envoient ensuite les images aux familles et exigent de l'argent contre la libération de leurs enfants. Nous n'avions qu'un seul repas par jour, des pâtes et de l'eau. « 25 personnes sont mortes de tuberculose et à cause de la violence des passeurs. Ils entraient pour nous donner à manger et nous frapper. Ils demandaient aux filles de monter et leur ordonnaient de se déshabiller. J'ai essayé une fois de les empêcher de frapper une femme enceinte. Ils l'ont quand même frappée. Elle a perdu son petit. Notre humanité s'effritait. Personne ne savait ce qui se passait dans notre monde étrange. Chacun de nous avait son histoire et ses motivations dans la vie. Amina était plus forte que tout ceci. Une merveilleuse énergie émanait d'elle dans cet endroit misérable. Elle portait de l'espoir et tout le monde essayait de découvrir son secret. Elle priait et jeûnait. Elle avait de la compassion pour les autres. En raison de sa piété, les passeurs n'osaient pas l'approcher. Elle est somalienne comme moi. Elle vient de Mogadiscio. Dans la vie, il ne lui reste plus que sa mère.
Je l'ai vue le premier mois quand je suis entré dans l'entrepôt. Petit à petit, nous avons appris à nous connaître et à nous parler. Elle a 4 ans de moins que moi. Elle était différente. Sa présence me réconfortait. Elle m'a parlé de ses rêves et de ce qu'elle voulait faire après ce cauchemar. Elle était sûre de s'en sortir. Elle m'a attiré dans son monde et je croyais tout ce qu'elle disait. Et puis un jour, je lui ai dit ce que je voulais. Je veux rester avec toi toute la vie. Au milieu du désert libyen, à l'intérieur d'un entrepôt souterrain, parmi plus de 80 esclaves qui ressemblaient à des morts-vivants, torturés, je l'ai demandé en mariage. Elle a accepté. Notre rêve est devenu l'affaire de tous. Ils nous entouraient comme si nous représentions leur propre espoir. Il fallait légitimer notre union. Je voulais parler à sa mère en Somalie. Des amis nous ont aidés et nous avons obtenu un téléphone. Après plusieurs tentatives, nous avons réussi à joindre sa mère qui a immédiatement béni notre relation. Mais il y avait une autre étape importante à franchir. Il nous fallait une caution religieuse. Dans notre monde souterrain, il y avait un homme pieux qui connaissait la religion. Il a accepté de nous marier, faisant office d'imam. C'était certainement le premier mariage du genre dans cet endroit. Nous nous sommes engagés à vivre ensemble, animés par l'espoir de quitter cette prison. Deux mois après notre mariage, un différend a éclaté entre les passeurs. Nous avons compris que certains d'entre nous allaient se retrouver ailleurs. D'autres passeurs sont venus et ont décidé de nous prendre de force. Ils nous ont fait sortir et nous ont séparés en 2 groupes. J'ai essayé de leur parler, mais ils m'ont frappé avec un objet en fer. J'étais incapable de bouger, alors que je les voyais emmener un groupe dans 2 véhicules. Ma femme était avec eux. J'étais assommé. Le premier véhicule s'est retourné en quittant les lieux. Le deuxième, dans lequel se trouvait ma femme, est arrivé à Beni Oulid, vers le nord. Elle y est restée quelques mois, et ils ont décidé de l'emmener vers le littoral. Ils lui ont demandé 10 000 $. Elle n'en a payé que 2 000. Parfois, ils emmenaient quand même des personnes qui n'avaient pas payé le total demandé. Sur la route vers le littoral, le conducteur a perdu le contrôle. Il y a eu des morts. Elle a survécu parmi 25 autres migrants. Ils ont été emmenés dans un hôpital à Beni Oulid. Un journaliste libyen voulait en savoir plus sur les circonstances de l'accident, mais les hommes armés l'en ont empêché. Mohamed a su tous ces détails, mais bien plus tard. Vous verrez ce qui est arrivé à Amina et comment Mohamed a appris son histoire. Les passeurs ne respectent ni le mariage, ni la dignité humaine. Les passeurs ignorent tout ce qui est droit aux dignités humaines. Ils ne respectent ni l'amour, ni le mariage, ni toute autre relation humaine. Vous verrez que l'enlèvement de ces migrants conduit aussi à l'exploitation de leur corps. Les migrants qui ne sont pas morts
ont été placés dans une pièce. La porte était verrouillée et gardée. Amina était avec 7 personnes dans cet hôpital étrange et angoissant. Certains hommes portaient des uniformes de sécurité et emmenaient des migrants pour les enfermer et les revendre. Ils ont emmené Amina dans une pièce et elle est restée seule. Elle a paniqué parce qu'elle ressemblait à une salle d'opération. Elle a senti que quelque chose d'anormal se passait dans cet hôpital. Elle a ouvert la porte et s'est enfuie. C'est là qu'elle a vu le journaliste libyen que les hommes armés avaient précédemment empêché de voir les migrants. Mais il avait insisté pour rester à l'hôpital parce qu'une fille dont la mère est décédée dans l'accident de voiture lui a dit que quelque chose d'étrange se passait là-bas. Amina a parlé avec lui dans les toilettes, car il n'y avait pas d'autre moyen. Elle lui a dit que des migrants disparaissaient et que la situation était effrayante. Il l'a cru et il a contacté les forces de sécurité qui travaillaient avec les Nations Unies. De nouveaux hommes armés sont arrivés immédiatement, alors que les autres avaient disparu. Ils ont trouvé une fille qui avait subi un prélèvement de rein, ce qui justifiait a posteriori les craintes d'Amina. Chaque seconde qui passe est une menace de mort qui pèse sur Amina. La perte d'Amina a été sa principale motivation et c'est ce qui l'a poussée à prendre une décision et à refuser la servitude et les exactions commises par les autres. C'était une décision irréversible. Il sentait que plus le temps passait, plus le danger qui guettait Amina devenait grand. Il fallait donc agir. Pendant ce temps-là, on nous a déménagés dans un autre endroit. C'était une ferme non loin de Tazirbo. Il y avait une maison pour les passeurs et un grand entrepôt pour nous. Un mur entourait l'entrepôt. Les voitures entraient dans la cour par un portail. Leur comportement avec nous était encore plus cruel. Ils ont torturé les gens à l'électricité. Ils emmenaient des femmes de force la nuit et les renvoyaient le matin. L'une des filles est décédée quelques heures après son retour parmi nous. J'y suis resté pendant plusieurs mois et j'ai essayé de me renseigner sur ma femme. Était-elle encore en vie? Pourrais-je sortir pour la retrouver? J'ai commencé à réfléchir à un plan d'évasion. J'ai parlé avec d'autres migrants. Certains d'entre eux avaient très peur. Ils m'ont désigné comme chef en raison de mes prises de position et de mon ancienneté. J'essayais toujours de défendre les filles qui étaient harcelées et torturées. Ils me respectaient. Le plan d'évasion était assez simple, comme vous le verrez. J'ai pensé à tous les détails, comme le choix du jour par exemple. Nous avons compté le nombre de passeurs qui venaient habituellement nous voir. Ils étaient entre 3 et 7 à chaque fois. Nous allions franchir le point de non-retour. Nous avions décidé de mettre en œuvre notre plan le vendredi 26 janvier 2018, car beaucoup d'habitants se rendent à la mosquée pour la prière collective. C'était notre meilleure protection contre les hommes armés. J'ai dit que les fidèles allaient nous aider. Nous avions surtout peur des hommes qui portaient des uniformes de la police ou de l'armée, parce qu'ils étaient de mèche avec les passeurs. Je sais qu'ils étaient complices. Le superviseur de l'entrepôt dans lequel nous étions était en uniforme. Il fallait donc attendre le moment du repas pour agir. Même s'ils étaient plus de 3, même armés, nous étions bien plus nombreux. Mohamed est jeune, il est étudiant en informatique, il n'a aucune expérience dans le combat ou la confrontation. Malgré son jeune âge, Mohamed a pu mettre au point et exécuter un plan contre les passeurs, pour lui et pour les autres. C'est un étudiant, un civil pacifiste, mais son plan a fait de lui le chef du groupe. Il a utilisé l'effet de surprise contre les passeurs. Il s'est mis d'accord avec les autres et ils l'ont suivi. J'ai fait semblant de leur parler, suivi par 10 autres amis. Nous les avons attachés.
Il y en avait aussi à l'extérieur. Ils ont essayé de nous arrêter. Nous les avons frappés et ligotés à leur tour et sommes sortis par la grande porte. Nous étions plus de 90. Nous avons marché dans le désert pendant environ 1 heure. Les plus forts d'entre nous portaient les plus faibles. Il y avait une douzaine de malades. 2 d'entre nous sont morts. Nous sommes arrivés à Tazirbo. Les gens de la mosquée étaient stupéfaits de nous voir. Nous ressemblions à des morts vivants. Ils nous ont posé plein de questions. Ils nous ont photographiés. La police est arrivée. Nous sommes restés là-bas 4 jours. Après, ils nous ont emmenés dans la ville d'Al-Koufra, qui a un aéroport. Avec l'aide du maire et de quelques personnes, nous sommes restés dans un refuge pendant environ 2 mois. La police nous a traités avec respect. Le directeur du refuge nous a soutenus et nous a envoyés sous protection militaire à Tripoli, là où se trouve le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. À ce niveau de l'histoire, Mohammad ne sait rien d'Amina. Aucun des 2 ne savait ce qu'était devenu l'autre. Malgré cela, Amina n'a jamais perdu espoir. Elle a refusé de quitter la Libye sans son mari, et quand elle est arrivée au centre des Nations Unies, elle a raconté ce qui lui était arrivé et a dit qu'elle ne partirait pas sans son mari. Elle le savait vivant et elle l'attendait. Je suis arrivé devant un bâtiment et je me suis mis dans une file d'attente. Ma femme était là. Elle m'a vu. Elle a couru vers moi. Un soldat l'a arrêtée. Elle a dit qu'elle voulait voir son chéri, son mari. Il ne la croyait pas. Elle s'est mise à crier mon nom. De mon côté, j'ai supplié un soldat de me laisser la voir. Ils nous ont finalement cru. Chacun de nous pensait que l'autre était mort. Notre bonheur était indescriptible. Quand Mohammad est arrivé au centre des Nations Unies, il a été surpris de voir qu'ils savaient presque tout sur lui. Amina leur avait raconté toute l'histoire. Ceci montre l'intelligence instinctive d'Amina. Elle a une 20aine d'années. Elle n'a pas trop réfléchi, elle a agi avec lucidité pour préserver sa vie et celle de Mohammad. En novembre 2018, ils nous ont emmenés au Niger, là où se trouvait une mission de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Malgré leur jeune âge, Mohammad et Amina sont grands de par leur expérience. Depuis qu'ils ont quitté leur pays jusqu'à leur arrivée en Libye et bien après, on peut dire que leur expérience commune se poursuit aujourd'hui.
Voilà donc pour ce témoignage poignant recueilli par Kinda Youssef et l'équipe du site Info Migrants et ces images dessinées par Adèle Gastel de France 24. C'est la fin de ce magazine. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Reporter sur France 24.